Serge Portelli, nous nous tournons maintenant vers vous qui êtes magistrat et spécialiste de la justice. Tout d'abord, pourquoi mener à bien un processus de désarmement qui serait ordonné et sécurisé, et quelles différentes formes peut prendre ce désarmement? Je vais lire le texte parce que le moment est important, historique, et les mots ont un poids, peut-être différent de d'habitude. Je vous prie de m'excuser de lire ce texte, mais j'y tiens. Donc la paix est l'affaire de tous. Si les chefs d'État ou les gouvernements ne signent pas la paix, les peuples peuvent le faire aussi bien, peut-être même mieux et plus durablement. Les peuples, c'est-à-dire, peut-être sont-ils parfois plus raisonnables, parce qu'ils savent, non pas abstraitement, mais intimement, dans leur vie de tous les jours, de toutes les nuits, ce qu'est la guerre, ce qu'est un conflit, ce qu'est un attentat, ce qu'est la torture, ce qu'est la souffrance ou la mort d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un proche, d'un ami. Le peuple, ce sont les citoyens, ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, sans trop bien savoir où elle commence, ni où elle s'arrête, et que j'appellerai, par référence à un immense romancier du siècle dernier, les hommes de bonne volonté, qui contribuent tous ensemble, sans même parfois se connaître, à une œuvre commune. Et la nôtre d'œuvre commune, c'est un pur chef-d'œuvre, c'est la paix. Dans cette société civile, on trouve de tout. On en parle beaucoup, mais il est presque impossible de la définir. Des élus et beaucoup d'électeurs, des salariés, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des ouvriers, des syndiqués, d'anciens détenus, des toujours détenus, des policiers, des avocats, des magistrats, des Basques du Nord, du Sud, des Français, des étrangers, des hommes, des femmes, des associations, des ONG, des partis politiques, des institutions. On n'en finirait pas de cette société civile. Voilà toute la richesse de ce qu'on appelle la société civile, qui n'est pas un conglomérat hétéroclite, mais une énergie multiforme, une force inébranlable, une âme collective. Bref, un peuple assoiffé de vie et de paix, et qui dépasse largement les frontières du Pays basque. Un conflit, une guerre, ne se déclenche pas facilement. Ils ne surviennent pas rapidement, même si les apparences après coup gomment les réalités à coups de provocation, de falsification, de longues réécritures. Il faut, soulignons-le, une longue somme de mépris, de hargne, de lâcheté, de bêtises, de conneries, disait Prévert, pour faire la guerre et porter le fer. Et par un strict parallélisme des formes, il faut, pour porter la paix,
une longue somme de patience, d'intelligence, de hardiesse et d'humilité. Mais hélas, entre ce sourd cheminement vers la guerre et ce long chemin vers la paix, il y a l'atroce souffrance des hommes. Pour que cette souffrance s'apaise, il faut évidemment rendre les armes. Pour faire taire les armes, il faut donc des armées, aurait dit la Palisse, qui, je le rappelle, fut un grand guerrier du XVIe siècle, qui était là lors d'une bataille en 1515, mais qui négocia aussi un traité de paix avec Charles Quint. Dans un monde où le commerce des armes est un des plus florissants, où acheter une arme de guerre, une Kalachnikov, sur Internet ne révèle pas de l'exploit, tout désarmement constitue une gageure. Beaucoup de négociations, beaucoup de tentatives ont déjà eu lieu. Elles se sont heurtées, vous le savez, à l'hostilité des gouvernements espagnols et français et à leur indifférence. Je rappelle notamment qu'en 2011 a été créé ce groupe international de vérification, composé d'éminents spécialistes internationaux en matière de processus de paix, originaires d'Afrique du Sud, des Pays-Bas, de l'Équateur, de l'Irlande, de l'Inde. Ce groupe avait pour mission de vérifier le cessez-le-feu décidé par l'ETA et avait décidé, en 2014, de vérifier la mise sous scellé et hors d'usage de l'arsenal de l'ETA. Cette commission, qui heureusement existe toujours, il faut le constater, n'a rencontré que très peu d'écho auprès des gouvernements français et espagnols. Lors de la conférence humanitaire pour la paix au Pays Basque que nous avions organisée à l'Assemblée nationale le 11 juin 2015, nous avons adopté un manifeste pour la paix au Pays Basque qui a été signé par plus d'une centaine d'éminentes personnalités des horizons les plus divers. Que disait-il ? Je le cite. Nous appelons l'organisation ETA à poursuivre jusqu'à son terme son processus de désarmement. Nous nous joignons aux efforts de la communauté internationale pour que les gouvernements français et espagnols s'impliquent dans le processus de paix. Et nous demandons la mise en place d'un espace adéquat qui garantisse ce désarmement et qu'il se mène de manière coordonnée et contrôlée. C'était en juin 2015, il y a presque 2 ans. Et depuis, il ne s'est rien passé, ou presque, malgré toutes les tentatives de dialogue. Rien, jusqu'au mois de décembre dernier. Comment faire devant tant de portes fermées ? La réponse est simple, innover. Trouver une voie originale avec le concours de la société civile. Il n'y a pas un modèle type de désarmement. Dans tous les pays qui sont passés par cette phase du processus de paix, il a fallu s'adapter, tenir compte d'un contexte à chaque fois différent. C'est précisément pour cette raison que vous avez eu recours à des spécialistes venant d'horizons si différents et qui ont travaillé sur tous les continents. Il y a un code civil, il y a un code pénal,
il y a un code de procédure, des procédures, mais il n'y a pas et il n'y aura jamais un code de la justice transitionnelle où il suffirait de consulter le chapitre désarmement pour trouver des solutions toutes faites. Les hommes ont une imagination débordante dès qu'il s'agit de faire souffrir. Depuis la nuit des temps, ils ont imaginé toutes les méthodes possibles pour torturer. Il existe de par le monde d'innombrables musées de la torture. Pourquoi leur serait-il interdit aux hommes d'utiliser cette créativité pour avancer des solutions de paix, pour aboutir à des méthodes originales adaptées à leur situation propre? Il ne s'agit pas de détruire des armes, d'empêcher des enquêtes, de détruire des indices, de cacher ou de dissimuler quoi que ce soit. C'est même exactement le contraire. Il s'agit de remettre aux autorités des armes pour qu'elles ne puissent plus jamais servir. Désarmer, ce n'est pas être complice d'un terrorisme, c'est être co-auteur de la paix. C'est aussi aider la justice. N'ayons pas peur de le dire. Ces tentatives ne s'inscrivent pas contre la justice. Mais cette justice doit évoluer. Ces justices doivent changer des deux côtés des Pyrénées. Elles doivent absolument, et je m'adresse aux magistrats, admettre une évolution historique désormais irréversible. Elles doivent abandonner un langage dépassé, des arguments d'un autre temps. Pourquoi, par exemple, mettre en avant en permanence l'appartenance ou l'adhésion à un mouvement dont on dit qu'il est toujours dangereux, alors qu'en même temps, on affirme officiellement qu'il est exsangue, moribond, à l'agonie? L'état de droit est incontournable, mais il doit changer. Il doit s'adapter aux nécessités d'un processus de paix et reconsidérer des solutions qui ont jusqu'à présent prévalu. Mais le désarmement n'est qu'un des éléments du processus de paix. À écouter les spécialistes de ces processus, les praticiens, les théoriciens de la justice transitionnelle, à fréquenter les juristes qui ont participé aux négociations de sortie de crise et à l'élaboration d'un nouveau droit transitionnel, on peut être pris, comme hier soir peut-être, d'une légère angoisse, au point que l'on pourrait penser qu'il est beaucoup plus facile de faire la guerre que la paix. Dire que ce processus est complexe est un euphémisme. C'est pourquoi il nous faut des juristes qui, comme chacun le sait, sont des adeptes farouches de la simplicité et savent le poids des mots, des silences, des virgules et des points. Il va falloir se lancer dans une architecture nouvelle, futuriste même, où chaque élément a son importance, où l'équilibre global dépend de la justesse de chacune des pièces. Le désarmement est l'une de ces pièces, essentielle, car pour l'instant, à tort ou à raison, elle freine ou bloque la conception et la réalisation de toutes les autres pièces. Il faut donc mettre le désarmement à sa juste place et avancer de front sur toutes les autres questions. Les victimes, d'abord. La déclaration d'Hayet, je le rappelle, a mis au premier plan la question des victimes. Je relis le point 3. Nous conseillons que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes.
reconnaître le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies au niveau des individus comme de la société. Le point le plus fort pour moi de cette déclaration et de ce paragraphe, c'est toutes les victimes. Cela signifie les victimes des attentats, des enlèvements, mais aussi de la torture. C'est donc reconnaître aussi cette vérité désagréable que tous les États ont toujours eu tant de mal à admettre, car elle met en cause leurs propres services et les groupes paramilitaires. Les intervenants d'hier soir, je le rappelle, insistaient lourdement, s'agissant du processus de paix en Colombie, sur ce point essentiel. Les victimes sont au cœur du processus de paix. C'est ce que nous avions souligné d'ailleurs lors de la conférence de paix de 2015, que je rappelle une nouvelle fois, en invitant et en laissant la parole à Roberto Manrique, qui avait été blessé lors d'un attentat commis par l'ETA en 1987 à Barcelone, et à Axun Lassas, dont le frère avait été enlevé par le GAL à Bayonne en 1983. Oui, il va falloir les écouter, tous et toutes, et mettre en œuvre tout ce que nous pouvons savoir de la justice transitionnelle et de la justice restaurative. Car, plus qu'à tout autre, c'est aux victimes qu'on doit non seulement la vérité, mais la paix. Nous allons aussi devoir travailler sur les autres facettes du processus de paix. Et là aussi, le droit et la justice vont jouer un rôle primordial. Une justice qui, évidemment, doit être la même pour tous. Invoquer l'état de droit, les règles intangibles du code pénal, la nécessité de respecter le code de procédure pénale, c'est s'obliger soi-même à respecter l'état de droit. C'est respecter les règles pénitentiaires européennes et les droits fondamentaux lorsqu'il s'agit de répartir les prisonniers et de les affecter près de leur famille et non à l'autre bout du pays. C'est respecter les droits du détenu gravement malade à bénéficier pour le moins d'une suspension de peine lorsqu'il est atteint d'une sclérose en plaques ou d'un cancer. Je fais référence à des situations, hélas, actuelles. C'est appliquer aussi l'état de droit, la jurisprudence ordinaire de la justice de l'application des peines, lorsque sont en jeu des libérations conditionnelles ou des mesures post-sententielles. C'est favoriser la réinsertion des personnes qui sortent de détention. C'est éviter de créer, une fois mis en liberté, un carcan inutile pour ceux qui sortent de prison. Éviter des mesures de surveillance et de contrôle qui n'ont pas de sens, car la paix n'a pas besoin d'un fichier. En conclusion, je voudrais dire mon étonnement et mon espoir. Mon étonnement, car moi qui ne suis pas basque, je n'arrive pas à comprendre comment dans une démocratie comme la nôtre, comment la parole d'un peuple entier, celui du peuple basque, peut être ignorée, méprisée, voire niée. Quand ici, on se réunit, on discute, on défile, on se mobilise, on prend des risques considérables, on construit l'avenir. À Paris, on se tait, on fait la sourde oreille, on ressasse les discours du passé, des schémas invariables depuis des décennies. Les choses changent un peu. Des contacts existent aujourd'hui, au plus haut niveau. Les pouvoirs publics ont donc l'opportunité, la chance de se joindre à un mouvement qu'empruntent déjà tant de responsables et d'attacher leur nom
à l'une des tâches les plus nobles de la vie politique, la paix. Qu'il se demande pourquoi Kofi Annan? Pourquoi Michel Rocard? Pourquoi Pierre Joxe? Pourquoi la Ligue des droits de l'homme? Et pourquoi pas eux? Pourquoi pas François Hollande? Pourquoi pas Bernard Cazeneuve? Pourquoi pas Bruno Le Roux? Pourquoi pas Jean-Jacques Urvoas? Il est temps. Il est plus que temps. Et pour terminer, je dirais que le désarmement qui nous préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas qu'une affaire technique, ce n'est pas qu'une affaire de balistique, d'explosifs, de munitions. Comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est vous qui le disiez, il faut désarmer les esprits, démilitariser les regards, cesser de considérer les adversaires d'hier comme des ennemis d'aujourd'hui et le danger de demain. Il faut se défaire de beaucoup d'illusions si tentantes. La gloire éphémère d'une victoire, l'humiliation passagère des vaincus. Il faut, sans rien oublier, apprendre à vivre ensemble, à mettre des mots communs sur les souffrances d'hier, à supporter ensemble le passé et à tirer ensemble les leçons des erreurs d'autrefois. Merci. Mineș Carainit, Serge Portelli,